y veut faire sérieusement réflexion, que durant les 3 siècles qui suivirent le meurtre de César, l'Empire romain n'ait essuyé aucune de ces guerres affreuses qui sont capables de faire tomber en décadence les lettres et les beaux-arts. Ce ne fut que sous Galien que les barbares commencèrent d'avoir quelques établissements permanents sur les terres de l'Empire et que les tyrans se cantonnèrent dans les provinces. Ces gouverneurs, qui s'y rendirent souverains, pouvaient bien donner lieu à la dévastation de quelques pays par les guerres qu'ils faisaient les uns aux autres, dans des provinces qui n'étaient pas gardées l'un contre l'autre par des frontières fortifiées, parce qu'elles avaient appartenu longtemps au même maître. Mais ces dévastations n'étaient pas capables de faire tomber les lettres et les arts dans la décadence où ils tombèrent. La capitale de l'État fut toujours dans un état continu, le séjour des arts. Ainsi, tous les bons ouvriers de l'Empire romain devaient se rassembler à Rome. Il n'y a donc que les dévastations de la ville de Rome qu'on puisse alléguer comme une des causes de l'anéantissement des arts et des lettres. Or, la ville de Rome, jusqu'à sa prise par Alaric, événement qui en arriva que 450 ans après la mort de César, fut toujours la capitale d'un grand empire où l'on élevait chaque jour des bâtiments superbes. Les tumultes des cohortes prétoriennes n'ont pas empêché qu'il n'y eût de grands peintres, de grands sculpteurs, de grands orateurs et de grands poètes, puisqu'ils n'empêchaient pas qu'il ne s'y trouvât un peuple entier d'artisans médiocres. Quand les arts sont assez cultivés pour former un grand nombre d'artisans médiocres, ils en formeraient d'excellents si le génie ne manquait pas aux ouvriers. Rome est encore aujourd'hui remplie de tombeaux et de statues qu'on reconnaît certainement par les inscriptions ou par les coiffures des femmes pour avoir été faits depuis l'empire de Trajan jusqu'à l'empire de Constantin. Comme les Romaines changeaient leur coiffure aussi souvent que les Françaises changent la leur, on peut connaître à peu près par la forme des coiffures qui se trouvent dans les monuments romains sous quel empereur ils ont été faits. Et cela parce que nous savons par les médailles des femmes et des parentes des empereurs en quel temps une certaine mode a eu cours. C'est ainsi qu'on pourrait, à l'aide du recueil des modes en usage en France depuis 300 ans, et que M. de Guénière avait ramassé, juger du temps où la figure d'une dame française en habit de ville aurait été faite. Il y avait, disent des auteurs du IVe siècle, plus de statues à Rome que d'hommes vivants. Les plus belles statues de la Grèce, dont les restes nous sont si précieux, étaient de ce nombre. Depuis Caracalla, ces statues ne formèrent plus de grands sculpteurs. Leur vertu demeura suspendue jusqu'au temps du pape Jules II. Cependant, on continuait encore sous Constantin de faire élever à Rome des bâtiments somptueux et par conséquent de faire travailler les sculpteurs. Il n'y eut peut-être jamais une plus grande quantité d'ouvriers à Rome que lorsqu'il y en avait plus de bons. Combien Sévère, Caracalla, Alexandre Sévère et Gordien Py firent-ils élever de bâtiments superbes? On ne peut voir les ruines des thermes de Caracalla sans être surpris de l'immensité de cet édifice. Auguste n'en bâtit pas d'aussi vaste. Il n'y eut jamais un édifice plus somptueux, plus chargé d'ornements et d'incrustations, ni qui fit plus d'honneur par sa masse à un souverain que les thermes de Dioclétien, l'un des successeurs de Galien. Une salle de cet édifice fait aujourd'hui l'église de Chartreux de Rome. Une des loges des portiers fait une autre église, celle des Feuillants, à Termini. Ajoutons encore une remarque à ces considérations. La plupart des sculpteurs romains faisaient leur apprentissage dans l'état d'esclaves. On peut donc croire que les marchands, dont la profession était de négocier les esclaves, examinaient avec soin et avec capacité si parmi les enfants qu'ils élevaient pour les vendre, il ne s'en trouvait pas quelqu'un qui fût propre à devenir un sculpteur habile. On peut imaginer aussi avec quel soin ils donnaient à ceux qu'ils jugeaient capables d'exceller dans la sculpture l'éducation propre à perfectionner leur talent. Un esclave pour un ouvrier était alors un trésor pour son maître, soit qu'il voulût vendre la personne ou les ouvrages de cet esclave. Or, les voies qu'on peut employer pour obliger un jeune esclave à s'appliquer au travail sont tout autrement efficaces que celles qu'on peut employer pour y porter des personnes libres. Quel aiguillon d'ailleurs pour un esclave que l'espérance de sa liberté! Les chefs-d'œuvre dont nous admirons les vestiges étaient encore dans les places publiques, et l'on ne saurait imputer qu'aux causes morales la grossièreté des artisans, qui ne sont venus qu'après le sac de Rome par Alaric. Pourquoi les lettres et les arts ne sont-ils pas soutenus dans la Grèce au même point d'élévation où ils y étaient sous le père d'Alexandre et sous les grands successeurs de ce conquérant?
Pourquoi furent-ils toujours rétrogrades de manière que sous Constantin, les ouvriers grecs étaient redevenus aussi grossiers qu'ils pouvaient l'avoir été 200 ans avant Philippe? Les lettres et les arts sont tombés sensiblement dans la Grèce depuis le temps de Persée, le roi de Macédoine, qui fut défait et pris prisonnier par Paul Émile. Mais la peinture ne s'était pas soutenue jusqu'à lui. Elle avait dégénéré dès le temps des successeurs d'Alexandre, mais c'est vers le règne de Philippe et jusque sous les successeurs d'Alexandre qu'a fleuri surtout la peinture. Lucien peut passer pour le seul poète qui ait produit les temps suivants, quoiqu'il n'ait écrit qu'en prose. Plutarque et Dion, qui approchent plus du temps de Plutarque que de son mérite, sont réputés les meilleurs auteurs qui est écrit depuis la Grèce fut devenue une province de l'Empire romain. On doit regarder avec vénération les écrits de ces deux Grecs. Ils sont l'ouvrage d'historiens judicieux qui nous racontent avec sens beaucoup de faits importants et curieux que nous ne tenons que de leurs récits. Les livres de Plutarque, surtout, sont le reste le plus précieux de l'Antiquité grecque et romaine par rapport aux détails et aux faits qu'il nous apprend. On peut dire quelque chose d'approchant de Dion et d'Hérodien, qui écrivirent sous Alexandre Sévère et sous Gordien Py, mais on ne compare pas ces historiens pour l'art d'écrire avec force comme avec dignité, pour l'art de peindre les grands événements à Thucydide et à Hérodote. Nous avons parlé de l'usage qu'on pouvait faire des médailles pour connaître l'état où les arts se trouvaient dans le temps qu'elles ont été frappées. Or, les médailles frappées en très grand nombre à l'honneur et avec la tête des empereurs dans tous les pays de l'Empire romain, où l'on parlait grec, sont mal gravées en comparaison de celles qui se frappaient à Rome en même temps sous l'autorité du Sénat, dont elles portent la marque. Par exemple, les médailles de Sévère frappées à Corfou, et que la découverte d'un trésor qui fut faite dans cette île, il y a environ 60 ans, a rendu très commune, ne sont point comparables aux médailles latines de cet empereur frappé à Rome. Néanmoins, les médailles de Corfou sont des médailles grecques les mieux frappées. La règle générale ne souffre point d'exception. La Grèce, depuis la mort d'Alexandre jusqu'à son assujettissement romain, n'essuya point cependant de ces deux guerres, qui sont capables de faire oublier durant des siècles entiers les lettres et les arts. Le tumulte que causa l'irruption des Gaulois dans la Grèce, environ 100 ans après la mort d'Alexandre, ne dura point longtemps, mais supposons que les lettres et les arts aient pu souffrir par les guerres qui se firent entre les successeurs d'Alexandre et par celles que firent les Romains contre deux rois de Macédoine et contre les Étoliens. Les lettres et les arts auraient dû remonter vers la perfection dès que la tranquillité de la Grèce eut été rendue stable et permanente par sa soumission aux Romains. L'étude des artisans ne fut plus interrompue que par la guerre de Mithridate et par les guerres civiles des Romains qui donnèrent à différentes reprises 4 ou 5 ans d'inquiétude à diverses provinces. Au plus tard, les lettres et les arts auraient dû se relever sous le règne d'Auguste qui les fait fleurir à Rome. La Grèce, après la bataille d'Actium, jouit durant 3 siècles de ses jours les plus tranquilles. Sous la plupart des empereurs romains, la soumission de la Grèce à l'Empire fut plutôt une mouvance qui assurait la tranquillité publique qu'un asservissement à charge particulier préjudiciable à la société. Les Romains ne tenaient pas un corps de troupes dans la Grèce comme ils en tenaient en d'autres provinces. La plupart des villes s'y gouvernaient par leurs anciennes lois, et généralement parlant de toutes les dominations étrangères, aucune ne fut jamais moins à charge au peuple soumis que la domination des Romains. C'était un gouvernail plutôt qu'un joug. Enfin, les guerres que les Athéniens, les Thébains et les Lacédémoniens s'étaient faites, celles de Philippe contre les autres Grecs, avaient fait bien plus funestes par leur durée et par leurs événements que celles qu'Alexandre, ni que celles que ses successeurs ou les Romains firent dans la Grèce. Cependant, ces premières guerres n'avaient pas empêché les arts et les sciences d'y faire ces progrès. Il faut encore tant d'honneur à l'esprit humain. Tout ce que vous venez d'alléguer, me répondra-t-on, ne prouve point que sous les Antonins et sous leurs successeurs, les Grecs n'eussent pas autant de génie qu'en avaient Phidias et Praxitèle, mais leurs artisans avaient dégénéré, parce que les Romains avaient transporté à Rome les chefs-d'œuvre des grands maîtres, et qu'ils avaient ainsi dépouillé la Grèce des objets les plus capables de former le goût et d'exciter l'émulation des jeunes ouvriers.
La seconde guerre punique durait encore quand Marcellus fit transporter à Rome les dépouilles des portiques de Syracuse, lesquels donnèrent à quelques citoyens romains un goût pour les arts, et devint bientôt à Rome un goût universel, et qui fit cause dans la suite de tant de déprédations. Ceux-là même qui ne connaissent pas le mérite des statues, des vases et des autres curiosités ne laissaient pas de l'occasion de les emporter à Rome, où ils voyaient qu'on en faisait tant de cas. On conçoit que Mummius, qui voulut enrichir Rome des dépouilles de Corinthe, ne s'y connaissait guère, par la menace ridicule qu'il fit aux maîtres des navires, qui les y devaient transporter. Jamais perte n'aurait été moins réparable que celle d'un pareil dépôt, composé des chefs-d'œuvre de ces artisans rares qui contribuent autant que les grands capitaines à rendre leur siècle respectable aux autres siècles. Cependant, Mummius, en recommandant le soin de cet amas précieux à ceux auxquels il le confiait, les menaça très sérieusement que si les statues, les tableaux et les choses dont il est chargé de répondre venaient à se perdre, ils en feraient faire d'autres à leurs dépens. Et bientôt, continuera-t-on, tous les Romains sortirent de cette ignorance, et bientôt le simple soldat ne brisa plus les vases précieux en saccageant les villes prises. L'armée de Sylla rapporta à l'Asie à Rome. On peut parler avec plus de précision, elle y rendit commun tous les goûts des Grecs. C'est là que pour la première fois l'armée du peuple romain apprit à goûter, à admirer les statues, les tableaux, les vases ciselés, à les voler pour les posséder à titre privé ou public, à piller les sanctuaires, à souiller tous les lieux sacrés et profanes. Dès le temps de la République, il y eut plus d'un vers, plus d'un Romain avait exercé des droits de conquête sur des provinces obéissantes, qu'on voit dans la 4e oraison de Cicéron contre ce brigand la description de ces excès. La licence, loin de finir à Rome avec le gouvernement républicain, devint un brigandage effréné sous plusieurs empereurs. On sait avec combien d'impudence Caligula pilla les provinces. Néron envoya Carinas et Acratus, deux connaisseurs dans la Grèce et dans l'Asie, exprès pour y enlever les beaux morceaux de sculpture qui pouvaient y être restés, et dont ils voulaient orner ces nouveaux bâtiments. On notait donc aux pauvres Grecs, comme le dit Juvénal, jusqu'à leur pénate, on ne leur laissait pas les moindres petits dieux qui valussent quelque chose. Puis leur lard eux-mêmes, si quelque statue en est curieuse, et s'il y a quelque dieu resté seul dans sa chapelle. Tous ces faits sont véritables, mais il était encore resté dans la Grèce et dans l'Asie un si grand nombre de beaux morceaux de sculpture que les artisans n'y manquaient pas de modèles. Il y avait encore assez d'objets capables d'exciter leur émulation. Les belles statues qu'on a trouvées dans la Grèce depuis 2 ou 3 siècles prouvent bien que les empereurs romains et leurs officiers ne les en avaient pas toutes enlevées. Le Ganymède, qui se voit dans la bibliothèque de Saint-Marc à Venise, fut trouvé en Grèce il y a 300 ans. L'Andromède, qui est chez le duc de Modène, fut trouvé dans Athènes, quand cette ville fut prise par les Vénitiens durant la guerre terminée par la paix de Karlowitz. Les relations des voyageurs modernes sont remplies de descriptions des statues et des bas-reliefs qu'on voit encore dans la Grèce et dans l'Asie mineure. Les Romains avaient-ils enlevé les bas-reliefs du temple de la Minerve dans Athènes? Pour parler des lettres, avait-il enlevé de la Grèce tous les exemplaires d'Homère, de Sophocle et des autres écrivains du bon temps? Non. Mais ces jours heureux étaient passés. L'industrie des Grecs avait dégénéré en artifice, comme leur sagacité en esprit de finesse. Les Grecs, au talent de s'entrenuire près, étaient redevenus grossiers. Durant les 6 derniers siècles de l'empire de Constantinople, ils étaient moins habiles, principalement dans les arts, qui ne l'avaient été au temps d'Amyntas, roi de Macédoine. Il est vrai que le siècle heureux de la Grèce a duré plus longtemps que le siècle de Léon X. Les lettres s'y sont même soutenues longtemps après la chute des beaux-arts, parce que, généralement parlant, les Grecs, dans tous les temps, sont nés avec plus d'esprit que les autres hommes. Il semble que la nature est une force dans la Grèce, qu'elle n'a pas dans les autres contrées, et qu'elle n'a pas dans les autres contrées, et qu'elle y donne plus de substance aux aliments. Il semble que la nature est une force dans la Grèce qu'elle n'a pas dans les autres contrées, et qu'elle y donne plus de substance aux aliments, et plus de malignité aux poisons. Les Grecs ont poussé le vice et la vertu plus loin que les autres hommes. La ville d'Anvers a été durant un temps l'Athènes des pays en deçà des monts.
Mais quand Rubens commença de rendre son école fameuse, les causes morales n'y faisaient rien d'extraordinaire en faveur des arts. Si c'était l'état florissant des villes et des royaumes qui seul amena la perfection des beaux-arts, la peinture devait être en sa splendeur dans Anvers 60 ans plus tôt. Quand Rubens parut, Anvers avait déjà perdu la moitié de sa splendeur, parce que la République de Hollande, nouvellement établie, avait attiré chez elle la moitié du commerce d'Anvers. La guerre était aux environs de cette ville, sur laquelle ses ennemis faisaient tous les jours des entreprises qui mettaient en danger l'état des marchands, des ecclésiastiques et tous les principaux citoyens. Rubens laissa des élèves comme Jordaens et Van Dyck, qui font honneur à sa réputation, mais ces élèves sont morts sans disciples qui les aient remplacés. L'école de Rubens a eu le sort des autres écoles, je veux dire qu'elle est tombée quand tout paraissait concourir à la soutenir. Il semble du moins que Quellinus, qu'on peut regarder comme son dernier peintre, doive mourir sans élèves dignes de lui. On n'en connaît pas encore, et il n'y a guère d'apparence qu'il en fasse dans la retraite où il s'est confiné. Après tout ce que je viens d'exposer, il est clair que les arts et les lettres arrivent au plus haut point de leur splendeur par un progrès subit qu'on ne saurait attribuer aux causes morales, et il paraît encore que les arts et les lettres retombent quand ces causes sont les derniers efforts pour les soutenir.